Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi. Donald Trump prolonge la trêve avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre. Il dit attendre des propositions de Téhéran et maintient le blocus du détroit d'Ormuz. Et pendant ce temps, au Liban, le Hezbollah et l'armée israélienne s'accusent mutuellement de violer la trêve. La guerre, depuis le 2 mars, a fait 2450 morts côté libanais, selon des chiffres officiels donnés par les autorités de Beyrouth. Les discussions doivent reprendre demain entre l'État libanais et Israël. Et on va revenir jusqu'à 10h45 sur ces deux fronts dont les destins sont liés, tout en étant très différents. L'Iran et le face-à-face entre le Hezbollah et Israël au Liban. Les termes des deux trêves actuelles ne permettent pas de savoir aujourd'hui à quoi ressemblera le Moyen-Orient demain et comment en sortiront les acteurs. Ni la guerre ni la paix. Question posée ce matin à Gauthier Ribinski, Amar Alamedaoui et Pemon Azmoudeh. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire. Parlons-en. C'est parti. Bonjour Amar Alamedaoui. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes ici chez vous, grand reporter à la rédaction de France 24 et vous connaissez particulièrement bien le Moyen-Orient, aussi vaste soit-il. À vos côtés, Pemon Azmoudeh. Bonjour Pemon, merci beaucoup d'être là, spécialiste de l'Iran, consultant en géopolitique chez Forward Global, et Gauthier Ribinski. Rebonjour Gauthier. Bonjour. Chroniqueur international ici à France 24. Donald Trump a donc décidé cette nuit de prolonger le cessez-le-feu en Iran de façon unilatérale, sans délai ni objectif très clair, disant attendre que les différents courants du régime iranien parviennent, je cite, à une proposition unifiée. On n'est ni dans la guerre, Gauthier, ni dans la paix. Oui. Cette formulation est quand même étrange, jusqu'à ce que donc les différents courants du régime iranien parviennent à quelque chose d'unifié. Mais écoutez, moi je veux bien qu'il y ait des dissensions au sein du régime iranien, mais enfin le but, le programme de celui qui a survécu en quelque sorte à cette attaque, c'est quand même bien de maintenir une forme de, alors certains diront théocratie, il y a le principe de Velayat Faqih, d'appartenance de la vie politique à un système religieux. À partir de là, si vous voulez, le fait de dire qu'il y a des dissensions, ça me paraît plus une option tactique qui consisterait à dire c'est pas nous qui sommes responsables de l'impasse, c'est évidemment ceux en face. Ça ne me paraît pas très réel, d'autant qu'en plus on a bien vu la manière dont les Américains ont lâché en quelque sorte au milieu du gué les Iraniens, en tout cas les opposants, en leur disant « allez-y, nous sommes avec vous ». Et puis ensuite, on a bien vu que ça a fait pchit, comme disait l'autre, c'est-à-dire qu'au beau milieu de la bataille, on a dit aux Iraniens « écoutez, débrouillez-vous, nous on bombarde, et après c'est à vous d'agir ». Donc, si vous voulez, cette formule qui consiste à dire nous sommes devant une difficulté majeure qui est celle de l'unité à refaire du régime iranien. C'est bien la preuve, me semble-t-il, que les Américains, et notamment Trump, est à la recherche d'une solution qui, avant tout, préserve son image. Et pour cela, c'est quelqu'un qui est capable de vous dire que cette table est verte alors qu'elle est blanche et de le maintenir coûte que coûte pour assurer une issue qui soit favorable à sa personne. Quasi orwellien. Donc, justement, et c'est important effectivement de revenir là-dessus, Pemon Azmoudeh, sur la façon dont Donald Trump a présenté les choses, donc se disant attendre que les différents courants du régime iranien sécuritaire et politique parviennent à une proposition unifiée. Stratégie, disait Gauthier à l'instant. Est-ce que effectivement ça correspond à une forme de réalité au sein de cette République islamique dont on sait que la guerre a largement remodelé les forces en présence? Il y a quand même une mauvaise appréciation de la part de Donald Trump de ce qui se passe réellement au sein du système. Effectivement, à un moment donné, il y aura des dissensions parce que négocier avec les États-Unis qui viennent de tuer ton guide suprême il y a 7 semaines, effectivement, pour une partie du régime, c'est trop, ça va trop loin. Et on le voit. On le voit notamment, par exemple, dans le discours qu'a fait Mohamed Ghalibof, donc le président du Parlement, c'est lui qui a été le chef des délégations à Islamabad et qu'il sera encore quand il y aura des prochains pourparlers, je peux vous les garantir qu'il y aura éventuellement des pourparlers. Mais il a fait un discours, il a essayé d'expliquer aux siens, en fait, au courant
disons, encore plus idéologiquement rigide au sein du système que c'est pas parce que nous avons gagné la partie, il a dit comme ça, c'est pas parce que nous avons gagné la partie que nous sommes plus forts que les États-Unis et Israël. Il a essayé d'expliquer ça assez clairement, vraiment à cette ligne dure au sein du système. Après, Donald Trump dit qu'il y a des dissensions et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord. Les Iraniens, globalement, ils ont pris la décision que tant qu'il y a le blocus qui a été mis en place par Trump, en fait, après le début de cessez-le-feu, nous n'y allons pas. Et je pense qu'ils ont fixé cette ligne-là, et tant que Trump ne donne pas une... Je pense que ça ne sera pas une levée totale de blocus, mais tant qu'il n'y aura pas une gage de données, ils ne vont pas accepter le coup politique au sein de leur camp. Hein, je dis vraiment cette minorité radicale pro-régime en Iran, ils vont pas retourner au Pakistan. Et le problème côté Trump, c'est que, effectivement, vu sa personnalité et son positionnement, donner une gage, c'est effectivement son côté narcissique, c'est peut-être un peu trop. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à terme de dissension, peut-être une fois que l'étau de la guerre se sera desserré. Pour moi, la guerre impose un front unifié. Donc même si vous voyez aujourd'hui les médias, par exemple les gardiens de la Révolution, s'attaquer à Ghalibaf, même si Ghalibaf c'est un ancien général des gardiens, s'attaquer au ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, même si Araghchi est lui-même un ancien des gardiens, ça ne veut pas dire effectivement qu'aujourd'hui ils sont prêts à se dissoudre. Ce qui est vrai, c'est qu'une fois que cette pression de la guerre, cette pression américaine soit un peu levée, il n'y aura pas cette menace directe. Effectivement, ils vont se trouver, je pense, à la gorge les uns des autres. Et le point important, la différence importante avec le contexte d'avant la guerre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Ali Khamenei pour imposer, les laisser débattre entre eux, se battre entre eux, et après fixer la lignée de l'État, ce qui a toujours été le cas dans les négociations précédentes, dans les échanges précédents avec les États-Unis. Aujourd'hui, on a un nouveau guide suprême, on a le fils, on a Mojtaba Khamenei, on ignore tous son état de santé, on ne sait pas comment il va sortir de cette occultation à la fin de ce conflit, s'il est en vie ou pas, s'il est dans un coma ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il ne fixe pas de ligne. Il ne fixe pas de ligne. Et je pense qu'il ne fait pas forcément le poids de son père, même pour fixer une ligne. Donc là, je pense que le régime va se trouver dans un contexte dramatique après la guerre. Mais l'ironie, c'est que la guerre les aide à rester unifiés pour l'instant. Amar, votre analyse de ce on connaît très bien les Iraniens et leur façon de aussi négocier. Ils ont une patience qui est connue pour ça. On n'a pas le même rapport au temps entre Téhéran et Washington. Et aussi, ils ont bien vu qu'en face, Donald Trump, il joue sur l'image. Donc la forme est importante. Est importante dans cette période où il y a une guerre qui était censée faire tomber ce régime. Ce régime, il est toujours là. Donc, pour eux, la résistance a réussi. Donc, ils ont gagné cette guerre. Ils essayent de faire croire à l'intérieur et même dans la région que la victoire de cette guerre de 40 jours ou un peu plus est pour l'Iran. Donc, aujourd'hui, même, j'ai surveillé ce matin les médias iraniens qui commentent ce retard dans les négociations comme une victoire, comme l'Iran a réussi à imposer son rythme finalement sur ces négociations. Donc, oui, avoir un vice-président américain dont on a dit plusieurs fois qu'il était prêt à monter dans l'avion et en face n'envoyer personne, c'est quand même un gros camouflet. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui dans les médias iraniens. J'ai observé aussi quelques discours qui sont sortis de cercles de pouvoir qui mettent l'accent sur l'Iran ne va pas céder sur les dossiers comme le nucléaire, comme aussi libérer les fonds iraniens qui sont depuis l'arrivée de régime des mollahs au pouvoir et sont sous embargo américain. Donc ils ont tout mélangé pour faire une narration nationale, mais aussi régionale, parce que l'Iran aussi joue son existence comme une force régionale non négligeable auprès des pays de Golfe. Donc, n'essayez pas de
comploter le message des Iraniens. On est toujours fort, on n'est pas tombé, et c'est nous, regardez ce qu'on fait aux Américains. Donc c'est ça l'ambiance qui est actuellement, qui accompagne ça. Et aussi, je voudrais juste insister sur un point, c'est que les responsables iraniens actuels, ils étaient tous des anciens, des gardiens de la révolution. Ce pouvoir changer de rôle comme les chaises musicales laisse aussi croire que ces différends qui sont aujourd'hui relatés dans les médias sont peut-être aussi une stratégie iranienne, parce qu'ils viennent tous de la même veine qui est les gardiens de la révolution. Donc il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'interprétation des positions iraniennes actuelles. Sauver la face, c'est la stratégie américaine, on le sait, Gotti Rybinski, mais jusqu'à quand va-t-il pouvoir Donald Trump faire croire, ou en tout cas tenter de faire croire qu'il tient les rênes de tout ça? Ça fait quand même plusieurs semaines que les révélations dans la presse américaine se succèdent sur le côté erratique du président américain, on le connaît, mais sur le fait que sa propre administration semble à présent se méfier, voire écarter Donald Trump de ses propres réunions stratégiques. Ça dit quand même quelque chose d'important, pour ne pas dire de grave. Oui, il y a eu un précédent qui est assez récent, qui remonte au début de cette guerre. C'est à propos du détroit d'Ormuz. Parce que le commandement américain, évidemment, commandement militaire, sait très bien que dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a une tension dans la région, évidemment, le levier que constitue le détroit d'Ormuz activé par l'Iran est inévitable. Or, le fait que les Américains se soient lancés dans cette aventure en omettant, en tout cas au niveau de la direction civile, au niveau de Donald Trump, en omettant le risque que le détroit d'Ormuz soit l'élément pénalisant, de deux choses l'une. Soit c'est l'aveuglement du chef de l'État, soit c'est le même aveuglement du chef de l'État qui considérait que la chose serait terminée en quelques jours avant même que Téhéran n'ait la velléité ou le moyen d'activer ce levier. Et puis il y a un exemple beaucoup plus récent, alors là qui concerne le sauvetage, vous savez, de ce soldat américain qui était qui s'est retrouvé en territoire iranien, dont l'avion avait été abattu. Et là, très vraisemblablement, Donald Trump a été, sous un prétexte ou un autre, tenu à l'écart de cette fameuse salle d'opération, vous savez, où on avait vu Barack Obama en son temps assister à la Situation Room, à l'arrestation de Ben Laden. Voilà. Et de ce fait, il aurait été tenu à l'écart pour une crainte tout à fait naturelle, c'est que, en tweetant, y compris pendant cette réunion, un certain nombre de choses, il était capable, a-t-on dit, de faire capoter cette opération extrêmement compliquée. Alors vous avez raison, si on en est là aux États-Unis, c'est que vous avez bien sûr le doute le plus extrême sur la capacité du président à assumer sa charge quand elle est de l'ordre, non pas du politique, mais de l'observance de règles élémentaires de sécurité. Parce que pour le reste, et c'est ça le problème d'ailleurs, pour le reste, il y a quelque chose de peut-être encore plus légitime. Vous vous souvenez, on a dit MAGA, les militants au fond de Donald Trump ne vont pas suivre. Il y a quelqu'un qui joue le rôle de baromètre absolu dans cette affaire, c'est Pete Hegseth, le ministre de la guerre. Pete Hegseth dit: les bombardements sont l'illustration, la symphonie, dit-il, du génie américain. C'est-à-dire pas les bombardements pour chasser le régime des mollahs, pas les bombardements pour garantir la circulation dans les détroit d'Ormuz. Non, la démonstration de la force pure. Et cette démonstration, elle ne déplaît pas à MAGA. Qu'on nous dise à MAGA, ça coûte cher et c'est pour libérer les Iraniens, ça ne leur plaît pas. Mais quand on leur dit, vous voyez, nous sommes là et nous bombardons, il y a une forme d'adhésion. Et Trump, en tant que chef politique, représente encore cela. Maintenant, qu'il y ait ces impasses gravissimes dans l'exercice de sa fonction, ça c'est un problème évidemment qui concerne non seulement bien sûr les affaires du monde, mais aussi ceux qui sont le plus proches de lui. Mais lire dans la presse américaine qu'un président est exclu des propres réunions qui président d'une certaine façon à l'avenir d'une région entière, ça ne fait que le beurre, si vous me passez l'expression, des autorités de la République islamique, qui lisent évidemment le Wall Street Journal. Évidemment. Après, c'est pas un nouveau sujet. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais même lors de son premier mandat, il y avait des incidents, en fait, des exemples
de Donald Trump qui tweetait des secrets d'État, Oui. dévoilait des images des satellites secrets des services américains, juste sur Twitter, juste parce que ça lui faisait plaisir. Donc ça a toujours été un sujet avec lui, effectivement, respecter, disons, le secret des opérations. Après, effectivement, ce que nous avons aujourd'hui, c'est un président qui ne maîtrise pas la situation, en fait. Mais voire qu'il est un danger pour la propre situation qu'il a créée. Mais sur le plan politique, il est dans une situation dramatique. Là, on voit les sondages, on voit le taux de popularité en fait, de Donald Trump baisser à 35% dans les alentours. En fait, on est dans le deuxième mandat de George Bush. Donc après la mésaventure en Irak, sur le plan politique, vraiment les désastres pour le républicain dans les années 2000, Trump l'a répété, mais en mode top chrono. Là où George Bush avait mis quelques années, effectivement, à miner sa propre administration, Donald Trump l'a fait dans l'espace de quelques semaines. Et là, à l'approche des élections du mois de novembre, je pense qu'il y a une connaissance de la part de ses conseillers qu'il s'est mis les pieds, effectivement, dans un plat, il ne sait pas comment en sortir. Eux, ils ne peuvent pas lui dire la vérité, ils ne peuvent pas être francs avec lui. Donc, effectivement, la solution la plus simple, c'est de les garder à l'écart de certaines discussions. Après, là aussi, ce n'est pas sans précédent dans l'histoire politique américaine. On a des histoires des années 70 de Richard Nixon, visiblement bourré à la Maison-Blanche. Il y avait des moments où les conseillers lui gardaient certaines choses ou ne lui permettaient pas de prendre certaines décisions. Mais avec Trump, ce n'est pas l'exception, c'est la règle. Et effectivement, du côté iranien, ça les incentivise à garder cette pression sur le détroit parce qu'ils pensent qu'ils peuvent extraire encore plus, ils peuvent infliger un prix politique encore plus fort. Et pour eux, c'est un calcul stratégique. Ils disent que nous, il faut imposer une nouvelle dissuasion parce que visiblement, les Hezbollah au Liban, les Hachd-e-Shaabi en Irak, les Houthis au Yémen, on a fait tout ça, ça n'a pas fonctionné. Finalement, les Américains nous ont bombardés, comme on le croyait depuis des décennies. Donc, le détroit, c'est la nouvelle carte, même plus que le programme nucléaire. Et bien, nous, il faut qu'on joue cette carte au maximum. Et quand on voit, par exemple, ces débats en interne entre ceux qui disent qu'il faut faire un deal aujourd'hui et ceux qui disent qu'il faut continuer, c'est parce que la ligne dure qui pense qu'il faut continuer, ils pensent qu'effectivement, ils peuvent faire souffrir encore plus Trump. Et Trump, avec son comportement, malheureusement, on leur donne un peu raison. Et Nixon, on sait comment l'histoire s'est finie pour lui. Alors Donald Trump, effectivement, a précisé, Amar, cette nuit, que l'armée américaine allait poursuivre son contre-blocus du détroit d'Ormuz. Là où le serpent se mord la queue, c'est que la position iranienne officielle est de dire « tant que vous allez continuer votre contre-blocus, nous ne reviendrons pas aux négociations ». Et pendant ce temps, sur les sujets qui préexistaient à la guerre, qui n'est pas le détroit d'Ormuz, qui était, faut-il le rappeler, ouvert avant le 28 février, on n'a pas avancé d'un iota. Notamment sur la question nucléaire. La République islamique a pour elle la cohérence, elle n'a pas changé de version et l'administration américaine, elle, vacille, oscille entre oui à un programme nucléaire civil ou non, on va récupérer l'uranium et puis finalement pas sûr. On n'avance pas. On n'avance pas sur le fond, on n'avance pas du tout. Je pense que le monde entier aujourd'hui, notamment la classe politique américaine, sans parler des MAGA, des supporters illogiques, c'est les supporters sentimentaux de Donald Trump, mais la classe politique américaine voit cette contradiction dans la position américaine, cette faiblesse aussi vis-à-vis d'une politique, disons, ferme et toujours dans la même direction qu'est la politique iranienne. Ils ont joué avec leurs moyens, ils ont réussi. Donald Trump, il avait plusieurs moyens, mais sauf que ces moyens-là, c'est de la force. Ce qu'il a critiqué par rapport au passé des présidents américains, ce qu'il a fait pour George Bush, ce qu'il a fait pour Biden, ce qu'il a fait même pour Obama, aujourd'hui, il le fait. Il rentre dans des guerres inutiles. Ça coûte beaucoup au budget national, contrairement à ce qu'il disait avant, que c'est un homme qui ne fait pas perdre les Américains leur argent pour des guerres inutiles. Aujourd'hui, cette guerre, si on voit ce qu'elle a amené jusqu'à présent, c'est une guerre inutile. C'est pas parce qu'il a tué Khamenei, il a changé le régime, c'est ce qu'on voit actuellement. C'est pas parce qu'il a bombardé quelques casernes des milices irakiennes, les milices irakiennes n'existent plus. C'est pas parce que Israël a bombardé avec les Américains, avec l'aide des Américains, le Hezbollah aujourd'hui est disparu. Donc sur les plans
tactique, il n'a pas avancé d'un centimètre. Sur le plan budgétaire, il a perdu beaucoup d'argent. Cette guerre, aujourd'hui, on n'a pas encore compté le budget total de cette guerre pour les Américains. Donc, Donald Trump, il essaye de trouver une sortie. Les Iraniens, ils comprennent cette situation, ils jouent avec les nerfs de président américain et aussi ils le mettent face à cette contradiction qui est de plus en plus visible et qui est gênante pour sa stratégie et même son image. Oui, on voit là très clairement, je suis d'accord avec vous, on voit là très clairement ce que cause l'absence de réflexion politique dans une action telle que celle-là. Parce qu'en fin de compte, si vous regardez la problématique générale, qui sont les facteurs de trouble ? Vous avez raison de dire que les États-Unis actuels le sont, sans conteste. La République islamique aussi. On a laissé le pouvoir en place et on a laissé se développer cette problématique dans laquelle la République islamique a besoin, comme d'un élément constitutif de son identité, du nucléaire. Avec l'aide d'ailleurs de la France qui avait aidé également le Shah d'Iran. Donc vous voyez bien que... Pour un programme nucléaire... Oui. Alors civil, mais oui. Les ambiguïtés ont vite vu le jour et on a fait comme si elles n'existaient pas. Mais encore une fois, cette question fondamentale qui est de savoir que, en fin de compte, regardez les régimes dans le monde qui sont fauteurs de troubles. Ce ne sont pas des régimes démocratiques. Et quand Trump dit il ne faut pas que l'Iran ait le nucléaire, jamais, c'est absurde. Imaginez un Iran démocratique. Est-ce que ça serait vraiment un problème qu'un Iran authentiquement démocratique revendique l'arme nucléaire ? Il y aurait peut-être le TNP, les traités de non-prolifération, qui joueraient, même s'ils sont moribonds. Ou bien il y aurait eu aussi un référendum en Iran sur cette question. Je veux dire par là que quand l'arme nucléaire est un élément constitutif d'une identité tyrannique, évidemment que ça pose problème. Et cette question-là politique, bien évidemment que Trump ne la pratique pas. Si on entend la version iranienne aussi, et l'Iran, elle est entourée des pays qui détiennent l'arme nucléaire. Le Pakistan, l'Inde, c'est pas des pays démocratiques pour non plus. Donc Israël. Il y a aussi l'Arabie Saoudite qui a montré son intention d'avoir l'arme nucléaire un jour, puisque l'Iran a fait une avancée aujourd'hui. Donc l'Iran en interne, quand on essaye de comprendre comment ça fonctionne, on suit ce qu'ils se disent en interne, ils trouvent une logique d'avoir une arme nucléaire quand... Mais c'est pas à nous... Je voudrais qu'on Israël qui est quand même une démocratie jusqu'à preuve du contraire. Fais-moi là-dessus. Je voudrais qu'on passe au Liban. Oui. Ce que je veux dire, c'est effectivement quand on parle du programme nucléaire, l'idée de la République islamique a toujours été, on a besoin... Bon, ils n'ont pas prononcé. Et Ali Khamenei, il a toujours joué le flou entre nous, on veut la capacité, on veut en fait être au seuil sans passer à l'acte, pour effectivement, parce qu'il pensait que ça allait apporter la dissuasion. Et pourquoi la dissuasion ? Pour empêcher une guerre de regime change, comme on dit, qui aujourd'hui s'est produite. La guerre qui craignait depuis 47 ans a eu le jour. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, on se demande, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le détroit est peut-être l'outil de dissuasion encore plus puissant que le programme nucléaire. Il se peut qu'il se trouve là, finalement, la substance d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran. Après, un autre point, juste pour l'évoquer rapidement, quand on parle de dissuasion, pourquoi la République islamique pense qu'elle a besoin de dissuasion ? Parce qu'à un moment donné, elle n'est pas bien avec sa propre population. Effectivement, il y a ce sujet, la crainte de la République islamique sous Ali Khamenei, c'est toujours la révolution de velours. Il voyait toujours, en fait, un soulèvement de la population pacifique, comme on a vu en Europe de l'Est. Il était obsédé, ce monsieur était obsédé par cette idée pendant tout son règne. Après, la situation est beaucoup plus dramatique sur le plan économique à l'interne qu'elle était il y a encore 3 mois qu'on a vu ces soulèvements massifs. Et je pense qu'à un moment donné, en fait, les quelques dissuasions contre les États-Unis, c'est pas ça qui va être le jeu existentiel du régime à partir de maintenant. Ce sera comment on refait la paix avec notre population. Et les images que l'on voit en ce moment sont des images de Téhéran. Elles sont un peu trompeuses parce que, bien sûr, pour ces Iraniens, Pémon, il y a cette bouffée d'oxygène parce que les bombardements très limités quand même. Pardon ?
bouffée d'oxygène très limitée. Oui, voilà. Non, mais c'est ça que je dis, les images sont trompeuses. Petite bouffée d'oxygène, mais ça n'augure absolument rien pour la suite. Moi, il y a juste deux points que je veux rappeler, c'est que Internet est coupé depuis le 28 février, donc les Iraniens n'ont pas accès au monde en termes de connexion Internet, connexion digitale. Et la répression. Et la répression. Donc, il y a des manifestations pro-régime dans la rue toutes les nuits. Et la raison pour laquelle ils font ces manifestations, c'est d'empêcher effectivement la population de bouger. Donc, en fait, la guerre, paradoxalement, ça donne au régime des gages pour étouffer encore plus la population réprimée. Sur l'autre front, messieurs, le front entre le Hezbollah et Israël, on va en découvrir quelques images commentées par les équipes de France 24. Chaque camp s'accuse mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu instauré il y a moins d'une semaine. Et ces derniers chiffres donnés par les autorités libanaises depuis que le Hezbollah a rouvert le front contre Israël le 2 mars dernier pour venger la mort du guide suprême, les combats ont fait 2450 morts côté libanais. On va regarder ces images et on en parle juste après. Des cercueils entourés de drapeaux jaunes aux couleurs du Hezbollah. Des dizaines de personnes sont rassemblées dans la ville de Clayleh au sud du Liban pour enterrer leurs morts, profitant du répit que donne la trêve, même fragile, avec Israël. Dans ces cercueils se trouvent principalement des dépouilles des combattants de la milice chiite pro-iranienne. Ce sont des héros. Ils ont donné leur vie pour l'imam Hussein et pour notre nation. Selon des sources proches du Hezbollah, le mouvement aurait perdu plus de 400 membres depuis début mars. Un peu plus loin au sud Liban, Zeynab a perdu 2 membres de sa famille dans des frappes israéliennes. Elle avait fui, mais elle est rentrée à Nabati avec sa famille dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi pour découvrir sa maison soufflée par une frappe qui a dévasté le quartier. Les gens sont venus voir l'état de leur maison. Ceux qui ont trouvé leur maison détruite sont repartis. Et d'autres ont recouvert les fenêtres brisées de plastique et sont restés. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 ou 4 familles dans le quartier. Les habitants gardent des valises à portée de main pour fuir si la trêve avec Israël n'était pas renouvelée dimanche. Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, environ 40% des habitants de Nabatieh sont revenus dans la ville. Mais ils sont revenus avec prudence et inquiétude. Les autorités locales se préparent et stockent des vivres et de l'essence au cas où la guerre recommencerait. Ce Sud-Liban, Amar Al-Medawi, vous le connaissez, vous y avez tourné nombre de reportages et cette escalade que l'on voit entre le Hezbollah qui a cette emprise dans le Sud-Liban et Israël intervient alors que demain doit se tenir à Washington une deuxième réunion entre ambassadeurs israéliens et libanais. Certes, à ce niveau-là, ça serait la deuxième fois que ça ne sera du jamais vu depuis 40 ans. On n'a quand même pas beaucoup augmenté en casting. On avait pensé à des responsables libanais de plus de premier plan, plus encore. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais quand on... Merci Gauthier. Mais quand on connaît, comme quand on a documenté, comme vous l'avez fait, l'emprise du Hezbollah sur ce Sud-Liban et sur le Liban en général, quel degré de réalité et quel degré de capacité à être concret peuvent avoir des réunions comme celle qu'il y aura demain à Washington quand on se parle entre État libanais et israélien et que pour que le Hezbollah, c'est nul et non avenu? Alors, il faut savoir que dans cette couverture, d'ailleurs, récente qu'on a fait pour France 24 avec Julie Denkenhoff et Claire Pacalin, on a constaté cette contradiction, c'est-à-dire déjà exclure le Hezbollah dès le premier échange de tirs entre les combattants de Hezbollah et entre Israël, de processus politiques dans le pays, parce que le gouvernement a essayé de faire pression pour rendre illégal le Hezbollah. Le Hezbollah n'a pas compris ça. Il n'a même pas porté attention à cette décision. Il a continué de faire comme si rien n'était, comme s'il y a vraiment un État dans l'État. Donc le Hezbollah, il a toujours fonctionné comme ça. Il a
a ces combattants. Aujourd'hui, on dit qu'ils sont entre 20 000 et 30 000 actifs et ils peuvent, avec les réservistes et les réseaux de soutien, arriver à 50 000. Il a des armes de longue portée, moyenne portée, courte portée. Il a des formateurs iraniens qui le mettent au point à chaque fois qu'il y a des possibilités d'aller porter des armes à Hezbollah, d'une nouvelle technologie de guerre. Il s'adapte bien. Donc il y a cette schizophrénie, si on peut dire, même au sein des supporters de Hezbollah. Ils voient que la facture est lourde, ville ou village complètement effacé, rayé de la carte avec les bombardements, mais le Hezb, il continue à dire qu'il est là pour résister pour le Liban. Alors que la première décision étatique, c'était d'enlever à Hezbollah cette possibilité de se prétendre le défenseur de la souveraineté libanaise, où c'est la résistance. Mais cette schizophrénie, la rue la vit aussi. On voit des gens qui sont déplacés dans des conditions déplorables, mais ils continuent à soutenir le Hezb. Ils disent c'est notre existence qui est en jeu. Nous, sans le Hezb, on n'a rien. On se fait écraser par Israël, premièrement, et deuxièmement, à l'intérieur du pays. Il faut savoir que la politique libanaise, quand même, elle est communautariste. Et cette esprit n'a pas quitté la politique libanaise. Donc, au sein du pays, il y a une division. Cette guerre l'a rendue encore plus visible et plus réelle. Et aujourd'hui, le pays est vraiment dans une impasse. Comment il va s'en sortir, même si la guerre s'arrête, mais les problèmes des Libanais ne vont pas s'arrêter. Oui, imaginons Gauthier Pemon, qu'à l'issue de discussions avec l'État libanais, dont le Hezbollah est exclu, mais parce que le Hezbollah, pour le Hezbollah, ces discussions n'ont aucun sens et sont nulles et non avenues. Imaginons qu'Israël se retire, se replie du côté de sa ligne territoriale. Rien ne dit que le Hezbollah, parce que c'est sa structure, c'est sa colonne vertébrale, abandonnerait la lutte. Mais justement, c'est pas l'objectif de Hezbollah d'abandonner la lutte. Il y a un peu une ironie historique dans la situation d'aujourd'hui, dans le sens où, si on se pose la question, mais pourquoi le Hezbollah est né, pourquoi cette partie de Dieu a vu le jour au premier, c'était face à l'occupation israélienne du sud du Liban dans les années 80. C'est ce contexte qui a permis aux gardiens de la révolution iranien de créer cette milice et créer cette force armée qui a en fait réussi à faire replier les Israéliens en 2000. C'était la grande victoire d'Hezbollah. La légitimité d'Hezbollah au Liban est née de là. 2006, oui. C'est ça, au sein de la population chiite au moins. Après, 25 plus tard, ou 26 ans plus tard, on a une situation, en fait, le Hezbollah a fait revenir Israël justement en continuant cette lutte, parce qu'à un moment donné, sa raison d'être du début, en fait, elle a continué tellement longtemps qu'elle a fait revenir des Israéliens qui l'a chassé il y a 25 ans. Donc effectivement, pour le Liban, au-delà de cette partie de la population chiite qui est attachée idéologiquement au Hezbollah, à l'Iran, au Al-Tafari, ça n'a plus de sens. L'idée, c'est de renforcer, l'idée de la France, l'idée de la communauté internationale, c'est de renforcer la souveraineté de l'État libanais pour effectivement désarmer ce parti. Mais de deux côtés, vous avez un Iran qui n'accepterait jamais aujourd'hui que l'Hezbollah soit désarmé, et vous avez un Israël qui ne s'intéresse pas à la souveraineté du Liban. Donc effectivement, Israël mine la souveraineté, la crédibilité, la stabilité qui pousse le Liban limite à la guerre civile. Parce que le gouvernement actuel israélien voit dans son intérêt de Israël n'a pas intérêt à ce que l'État libanais soit fort aujourd'hui. C'est un peu ce qui s'est dit hier à la réunion entre Emmanuel Macron et le Premier ministre libanais. Réunion, Gauthier, au cours de laquelle le président Macron a affirmé que c'était aux Libanais de désarmer le Hezbollah. C'était prévu dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu signé avec Israël en novembre 2024, que ce soit l'armée libanaise qui désarme le Hezbollah. Force est de constater que c'est un échec. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que les Libanais sont effectivement en mesure
de procéder à ce qu'ils ne sont pas parvenus à faire, bien qu'ils aient déclaré illégales effectivement les activités du Hezbollah au début de la guerre. Ils ne sont pas, pour l'instant, en mesure de le faire pour la raison qu'a indiqué Amar tout à l'heure. C'est-à-dire que le Hezbollah profite d'un vide politique. Quelles sont les propositions, et ça ne remonte pas à hier, quelles sont les propositions de la classe politique libanaise en termes d'alternance, de programmes sociaux, de développement de l'éducation, que sais-je encore, tout ce qui relève de la vie normale d'un pays. Le Hezbollah a prospéré sur cette atonie, ce désert politique, lui, le Hezbollah, donnant des repères, évidemment qu'on peut contester, mais qui sont clairs. Ça a été pendant longtemps la propagation et l'instauration d'une république islamique au Liban. Ça a après changé, varié dans les années 2009-2010, mais ce vide, il est rempli par le Hezbollah. Et donc, avec cette image qui est à la fois réelle et irréelle du défenseur du Liban, de la résistance à Israël, tout ça ne serait que très facile à balayer s'il y avait dans la classe politique libanaise quelque chose qui soit autre chose que la représentation des intérêts communautaristes des uns et des autres. Et ça, la vraie politique, c'est ça le problème du Liban. Quand vous disiez tout à l'heure, à l'instant, il faut désarmer le Hezbollah, mais pour désarmer le Hezbollah... Je cite ce que dit Emmanuel Macron hier au Premier ministre libanais. Il faut avoir une légitimité aussi auprès de la population pour dire, nous, État légal, nous représentants légaux du Liban, nous disons nous ne pouvons pas laisser se développer une sédition ou une faction du type Hezbollah. Tant qu'il n'y aura pas, et c'est pour ça que ce que disait Amar tout à l'heure, ce que vous disiez également, cette population évidemment majoritairement chiite, mais qui parfois dit au moins nous avons le repère du Hezbollah. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est que dans un désert total, dans une déstructuration de l'existence, le Hezbollah fournit une sorte de jalon, une sorte de repère, y compris à ceux parfois qui ne sont pas d'accord avec l'instauration de ce que voudrait le Hezbollah. Donc, encore une fois, le désert politique favorise la force du Hezbollah et l'État libanais, parce que ce que a dit Emmanuel Macron, c'est bien beau, mais ça date pas d'hier non plus, ce qu'on dit de ce qu'on dit de l'État libanais et de ce que doit faire l'armée libanaise. Elle ne peut pas le faire tant qu'elle sera l'émanation d'une classe politique qui n'a pas le sens, disons-le tout clair, qui n'a pas le sens de ce qu'est l'intérêt général. Non, il faut savoir aussi, le Hezbollah, il a trouvé des lacunes dans cette négociation directe avec Israël entre le Liban politique et Israël. Il dit là récemment, par exemple, que cet accord n'oblige pas Israël le recours aux armes. Alors, il donne à Israël le droit de se défendre, mais il ne donne pas au Hezbollah, comme le dernier accord qui a été signé en octobre 2024, qu'il y avait un accord comme quoi le Hezbollah aussi, il a le droit de se défendre contre les agressions de l'ennemi, comme ça a été prononcé par le représentant de Hezbollah au Parlement. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, Israël a le droit de se défendre, mais le Hezbollah n'a pas le droit de se défendre. Il y a cette invasion qui, les Libanais, même l'État, le dit. Aujourd'hui, Israël occupe 10 kilomètres de territoire libanais dans le sud pour créer sa zone tampon ou la ligne jaune, comme on l'a appris il y a 2 jours. Ça s'appelle la ligne jaune, comme à Gaza. Et ça, c'est illégal par rapport aux relations internationales. Et comment l'État va s'en sortir avec ça? Le Hezbollah insiste sur le fait que Israël ne comprend pas la diplomatie, elle comprend la force, et il fait mention à toutes ces expériences. C'est sa 5e guerre directe avec Israël, c'est-à-dire entre 93 jusqu'à 2024, donc la dernière, et celle-là, ça fait 5 guerres. Il sait comment gérer, et aussi cette notion qu'il a voulu mettre en jeu. Il a dit c'est pas l'État, c'est pas les Américains ni l'État libanais qui a obligé Israël à se trêve de quelques jours,
c'est les Iraniens. Et pourquoi c'est les Iraniens? Parce qu'on a réussi notre résistance, donc on a imposé. Donc ils trouvent dans cette façon de faire une raison d'être. Donc il n'est pas illégal, il est en train de résister malgré que l'État a tout fait pour enlever cette identité qu'il s'attribue, le Hezbollah, de résistant contre Israël. Résistance étant le terme employé par le Hezbollah, on rappelle quand même que c'est le Hezbollah qui a rouvert le front contre Israël et que le Hezbollah bombarde quotidiennement le nord israélien, mais qu'Israël n'avait pas non plus respecté le cessez-le-feu de 2024. Oui, avec jusqu'à présent aussi, juste d'un mot, jusqu'à présent, on va voir, mais le fait que mettre sur le même plan Israël et le Hezbollah, je pense, j'espère qu'Israël ne fera pas sa dérive, parce que là aussi, ce que Netanyahou vend à sa population, c'est de dire dormez avec l'arme au pied. Le génie israélien existe à travers l'adversité, et c'est tout aussi terrible. Le Hezbollah, Peyman Azmoudeh, a survécu à toutes les crises. C'est un phénix de la vie libanaise. Les printemps arabes, le mouvement démocratique libanais, les accusations de responsabilité de l'explosion du port de Beyrouth, un nombre de guerres incalculables. Tant que l'Iran soutient le Hezbollah, il semble indéboulonnable comme acteur. Mais est-ce qu'un Iran qui, au sortir de cette guerre, comme vous le disiez tout à l'heure, pourrait peut-être s'affaiblir de l'intérieur, pourrait amoindrir le soutien au Hezbollah, ou est-ce que, autre option, dans le cadre d'un accord éventuel avec les États-Unis, qui paraît quand même assez hypothétique, il pourrait s'engager à moins soutenir ce proxy? Est-ce que l'existence de la partie armée du Hezbollah ne tient pas qu'à ça, finalement, à l'allié iranien? Tant que la République islamique continue à exister dans sa forme actuelle, elle ne va jamais dire que je ne renonce à soutenir Hezbollah, je renonce à soutenir les Houthis. L'axe de résistance en soi est quand même perçu comme existentiel, comme la base, par la base du régime. Après, effectivement, on voit en Iran qu'il s'est confronté à des centaines de milliards de dollars de coûts de reconstruction à l'issue de cette guerre. Avec une base industrielle détruite. Donc effectivement, produire les missiles qui sont fournis à Hezbollah va être encore plus compliqué. Et de toute façon, on a assisté depuis quelques années quand même à une restructuration de ce fameux axe de résistance. On parle du Hezbollah, on n'a pas évoqué les crimes contre l'humanité qui ont été faits par le Hezbollah en Syrie. C'est le Hezbollah qui a tenu Bachar al-Assad au pouvoir jusqu'au moment où, sous en fait, le bombardement israélien en 2024, ils ont été plus capables, et d'un coup, on voit que le régime syrien tombe. Donc déjà, c'est un pion de moins pour la République islamique. Donc là, on a l'Iran en crise économique, et effectivement, je pense qu'on verra à l'issue de la guerre un calcul qui sera fait, parce qu'encore, c'est un jeu de dissuasion. La raison pour laquelle Hezbollah est aussi important pour le régime iranien, c'est pour dissuader une attaque israélienne. Ça n'a pas fonctionné, parce que l'attaque est venue. On voit d'autres cartes, on part du Détroit. Donc effectivement, je pense que sans les dire, sans forcément le prononcer, il y aura peut-être un changement de positionnement du côté iranien, surtout s'il y a des plus pragmatiques, disons, qui prennent le dessus au sein des régimes iraniens à l'issue de la guerre, où effectivement, ça peut modifier en quelque sorte la relation entre la République islamique et l'Hezbollah. Mais effectivement, pour que l'Hezbollah soit désarmé, si un jour ça va faire une transition vers un parti politique normal, disons plus comme Amal, au Liban. C'est un parti politique libanais. Chiite, voilà, l'autre parti chiite. Effectivement, il faut que la main iranienne soit retirée. C'est la volonté, je précise, de la grande partie, la majeure partie de la population iranienne qui dit sans cesse depuis des années, ni Gaza, ni Liban, en fait, nos vies pour l'Iran. Mais ce n'est pas le positionnement du régime aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la volonté de la population libanaise? Parce que, on l'a rappelé, le Hezbollah, on parle beaucoup de sa branche armée, mais c'est un parti politique qui a des représentants au Parlement, qui a une emprise parlementaire importante. Bien sûr, qui a une emprise sociale sur le Liban, une emprise aussi d'une certaine façon idéologique. Donc un Liban sans Hezbollah, sous une forme peut-être changée, mais ça... En fait, dans la structure sociale et aussi politique libanaise, je pense que chaque communauté maintient ses acquis. Et les chiites, sans le Hezbollah, ils ont beaucoup de peurs, de différentes peurs par rapport à leur revenir dans leur propre pays. Donc le Hezbollah, quand même,
pour les chiites libanais à assurer leur existence. Donc les armes de Hezbollah, pour eux, c'est une question existentielle parce que l'histoire libanaise, elle est remplie de guerres fratricides et de coups communautaristes très prononcés. C'est comme l'exemple de l'Irak. Je voudrais juste revenir sur le point des proxys. Aujourd'hui, on est en train d'assister aussi à l'après cette phase de guerre directe entre les États-Unis, les Iraniens et les Israéliens et les Iraniens. On a vu le rôle des proxys dans la région. On a cru que c'était atténué après 2024. Aujourd'hui, l'Iran l'a utilisé encore une fois et on a été surpris de voir le Hezbollah qui est capable encore de faire de mal à Israël et ramener Israël dans une guerre ouverte. On a vu aussi les milices en Irak qui ont encore des pouvoirs. Donc les Américains, quand on voit ce qui se passe en Irak aujourd'hui par rapport au choix de Premier ministre, le nouveau gouvernement, leur retard, c'est parce que les Américains, ils font pression sur les responsables irakiens pour choisir un Premier ministre qui va combattre les proxys. Au Liban, ils essayent. Les proxys iraniens ont fait la démonstration, les proxys de l'Iran ont fait la démonstration de leur puissance, de leur force. C'est une arme qui a été utilisée, c'est une arme qui a réussi dans cette guerre pour l'Iran. Gauthier, pour conclure, d'un mot. Oui, le danger, c'est qu'on pense qu'on puisse trouver un Hezbollah light. Souvenez-vous de Trump et Biden qui ont dit en Afghanistan, on a trouvé des bons talibans. Ça, c'est une erreur parce qu'on retombe sur la même problématique et avec le risque de guerre quelques années plus tard. On en reparlera sans doute. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin sur ce plateau. Pémonaz, Moudé, merci beaucoup. Gauthier et Amar, vous êtes ici chez vous. Une émission à revoir et écouter, à revoir en replay, je vais y arriver, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.